Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, Céline et moi allons vous dire quelques mots d'introduction avant ce petit déjeuner débat. Peut-être déjà vous dire notre grand plaisir de vous retrouver toutes et tous ici en physique. Je pense que voilà, depuis 1 an et demi de crise sanitaire, tout le monde a à cœur de se retrouver en physique pour pouvoir échanger et débattre. Et c'est vrai que la Fondation ce qu'elle entreprend avec les écoles de l'IMT et le groupe, notre métier, c'est bien entendu de mettre en relation les entreprises et les écoles. C'est vrai que bon, vous vous rappelez que l'Institut Mines-Télécom, c'est un institut, mais surtout 8 écoles qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. On tient, je pense, collectivement au sein de la fondation, de l'IMT, de ces écoles, à cette notion de maillage territorial. Pourquoi? Parce que c'est aussi la grande richesse de notre pays, de la France, que d'avoir effectivement des entreprises, des écoles sur l'ensemble de ce territoire. La fondation, juste quelques mots, créée en 2008, 13 ans. On va fêter l'année prochaine nos 10 ans de reconnaissance d'utilité publique. Notre ADN, c'est bien entendu de soutenir l'IMT et ses écoles. C'est vrai que des fois on faisait une transition un peu linéaire, mais j'ai envie de dire que finalement la crise sanitaire, quand on parle des transitions, on a moins de besoin d'expliquer pourquoi ces transitions sont nécessaires, qu'elles soient numériques, écologiques, énergétiques et surtout industrielles. On s'est rendu compte aussi depuis 1 an et demi qu'on était en pleine transition éducative. Je pense que l'ensemble des ingénieurs et ingénieurs qui sont formés au sein des écoles attendent des choses différentes en matière d'enseignement pour affronter ce monde que l'on espère nouveau qui s'annonce à nous après cette crise sanitaire. Et notre métier à la Fondation, c'est vraiment de mettre en relation les entreprises et les écoles, que ce soit en matière de recherche, d'innovation, et aujourd'hui, et Céline va en dire quelques mots, en matière de prospective, donc d'arriver aussi à se projeter sur ce que sera notre avenir. Alors, pas notre avenir ultra lointain, mais notre avenir proche, ça on y tient aussi. Ça, c'est aussi l'ADN de l'IMT de ces écoles, c'est de préparer l'avenir proche, notamment pour les entreprises et pour nos étudiants. Et quand qui dit fondation, dit mécénat, dit aussi partenaire. Vraiment remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent et qui nous ont accompagnés pendant cette crise sanitaire. On avait un peu peur aussi, nous, de l'impact sur le mécénat. Et donc pour les écoles, en fait, de cette crise sanitaire devenue crise économique, et non, les partenaires nous ont soutenus, en fait, et ça, c'est pour nous très important. On le rappelle, quand vous avez besoin de donner des bourses à des étudiants qui, notamment les étudiants étrangers, ont connu des problèmes économiques importants. Le soutien de nos partenaires a été très important. Il l'est encore aujourd'hui pour préparer l'avenir. Merci à eux. Et j'ai passé le micro à Céline qui va vous présenter brièvement le petit déjeuner de ce matin. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois pour vous, si vous participez pour la première fois à un petit déjeuner de notre cycle de veille. En tout cas, pour moi, c'est une première. Donc, je suis ravie de vous accueillir ici au Morning Coworking pour ce premier événement de la rentrée. Premier événement aussi avec nos partenaires, nos donateurs, tous les amis de la Fondation depuis 1 an, je crois. C'est ça, Zoélie, donc on est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir. Donc ce petit déjeuner, c'est le premier événement du cycle de veille de l'année 2021, donc qui est sur le thème de la santé. Chaque année, la Fondation Mines-Télécom et ses partenaires sélectionnent un sujet de prospective pour éclairer l'avenir, réfléchir en toute objectivité à des sujets qui nous concernent tous. On travaille, donc Michel l'a dit, avec nos partenaires et également avec les chercheurs de toutes les écoles. C'est un cycle d'événements, d'échanges, de débats, et à la fin, il y a un cahier qui sera publié. Donc là, vous avez un rappel des derniers sujets que nous avons traités les années précédentes, et le cahier sur les enjeux numériques, industriels et la transition écologique sont ici sur les tables. N'hésitez pas à en prendre un en repartant, et vous pouvez en prendre aussi pour vos collègues.
Donc ce 13e déjà cahier de veille, donc c'est un des projets qui existe depuis la création de la Fondation, donc sur le thème de la santé. L'ouvrage en lui-même paraîtra à la fin de l'année et sera divisé en 4 grandes parties que je vous invite à découvrir ici. Donc le patient, la donnée qui est le sujet de ce matin, l'hôpital dans son ensemble et l'avenir. On va aller essayer de voir un petit peu plus loin ce qui se profile, l'avenir du système de santé. Ce cahier, il ne se rédige pas tout seul. On a un comité éditorial qui est animé par Benjamin Vignard de l'IMT et qui se cache, qui se cache vraiment, qui se cache vraiment au fond, qui travaille avec toute l'équipe de journalistes scientifiques de l'IMT, animé également par Zoli Adam Morizio, qui est elle tout devant, et un comité de rédaction qui réunit tous nos partenaires, donc je les remercie. Donc il y a Dominique Balbi, mais qui me semble qu'il n'est pas encore arrivé, Emmanuel Gruson d'Asso Systèmes, Pierre Lebon de Soprasteria, Nicolas Monsara d'Accenture, Catherine Tolorenzi qui est avec nous aujourd'hui, merci beaucoup, de BNP Paribas, et Dimitra Touli-Le Breton de chez Airbus. Donc ils nous aident à réfléchir aux sujets qui vont être discutés, qui vont être travaillés, qui vont être rédigés, et ensuite Benjamin va contacter tous les enseignants-chercheurs, tous les chercheurs qui sont dans les 8 écoles de l'IMT pour travailler sur ces sujets. Les sujets scientifiques de l'IMT, vous les retrouvez également dans un podcast qui est disponible sur Spotify et qui s'appelle, c'est un podcast d'IMTech qui est aussi une publication de l'IMT et qui s'appelle l'apostrophe. Voilà. Donc abonnez-vous, écoutez quand vous êtes dans les bouchons. Voilà. Enfin, vous êtes venus pour les écouter, pour échanger avec eux. Il y aura un temps de débat, puis il y aura un temps d'échange. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Anne-Sophie Talandier, qui est la directrice de TerraLab, qui est une plateforme de réflexion, de travail, tu en parleras, de toute façon tu vas tout expliquer sur la data et l'intelligence artificielle de l'IMT. Alors je ne sais pas si tu veux t'asseoir tout de suite. Ensuite, nous avons Monsieur Calfoui, qui est directeur d'innovation chez Talent, et donc vous l'avez vu, Talent est un des mécènes de la Fondation, donc merci beaucoup. Daniel Diobou, CEO de la startup iIntense, qui est une startup qui a bénéficié d'un prêt de la Fondation, qui a été aidé au démarrage par la Fondation. On pourra en parler longuement, mais le fonds de prêt d'honneur de la Fondation, c'est un vrai outil de levier pour toutes les entreprises qui sont hébergées dans les incubateurs. Et enfin, le professeur Charchard, aussi de iIntense, et le débat sera animé par Émilie Rocher, qui est correspondante santé à The Conversation. Et je vous passe la parole, et j'ai piqué le micro de Monsieur Diobou. Test. Magnifique. Donc moi je suis la personne qui a le moins de choses intéressantes à dire, donc je vais rapidement passer la parole aux 4 intervenants. Juste en préambule, donc ça a été dit juste avant, les données de santé c'est vraiment un sujet dans l'actualité, la santé numérique on en parle tout le temps, ce sont des milliards d'euros désormais. Dans le cadre de ce petit déjeuner débat, en fait on va avoir l'occasion de revenir sur ce que sont ces données, parce que c'est à la fois un terme très précis, on a tous l'impression de voir de quoi il s'agit, mais en même temps c'est très très flou parce que c'est très très vaste. Donc on va revenir sur 4 points, plus précisément les 4 intervenants vont revenir sur 4 points. Que sont ces données? Comment s'en saisir? Pourquoi faire? Et ensuite avec quelles précautions? Donc voilà, ces 4 axes vont être abordés par nos 4 intervenants. Chacun va intervenir sur sa partie, se mélanger, etc. Donc peut-être que chacun va pouvoir se présenter brièvement. Et puis Madame Talandier et Monsieur Diobou présenter plus précisément les 2 projets qui vont servir de fil conducteur.
Oui, ça marche. Hein? Ah, là, ça... Non, il n'était pas appuyé. Là, ça marche mieux. Donc, Anne-Sophie Taillandier, donc je dirige la plateforme TerraLab à l'Institut Mines Télécom. TerraLab est une plateforme qui existe depuis début 2014. Moi, je suis arrivée en 2015 et l'objectif de TerraLab, c'est de fournir des moyens à la fois souverains, sécurisés et neutres pour les différentes entreprises ou institutions pour mettre à disposition leurs données et pour pouvoir comme ça travailler avec des entreprises innovantes ou des laboratoires de recherche. C'est une plateforme d'expérimentation où on va accompagner les propriétaires de données pour affiner un cas d'usage, décider des règles de sécurité, voir comment est-ce qu'on va mettre les données sur TerraLab, quelle est l'architecture technique et trouver dans l'écosystème des laboratoires ou entreprises innovantes qui peuvent les aider à lever les verrous technologiques et scientifiques. On a accompagné plus de 75 projets depuis donc bien 7 ans. Et sur ces 75 projets, un projet va de 3 mois à 3 ans ou 5 ans pour de la recherche. Et on a à peu près touché toutes les thématiques, puisque la data est un peu partout. Et on a notamment en santé eu plusieurs projets, dont un en cours dont je parlerai, un fini qui était sur des données de diabète, et un nouveau qui est un projet européen qui s'appelle Maestria, qui est coordonné par Sorbonne Université avec la PHP. J'en parlerai après, c'est sur les maladies, c'est pour les préventions de l'AVC. Voilà. Ça marche. Oui. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis Sami Kelfaoui, directeur de l'innovation de Talent Labs, qui est une des entités du groupe Talent. Alors rapidement, le groupe Talent, c'est un groupe international de conseil en innovation et en transformation par la technologie. On est 3000 personnes, le siège est en France et présent sur une dizaine de pays. Alors, Talent Labs, l'entité à laquelle j'appartiens, elle est très active sur les sujets d'innovation et les projets innovants, est très proche du tissu des startups, notamment à travers le Startup Network. Et justement, dans le cadre du Startup Network, on a créé un partenariat avec iIntense. On parlera tout à l'heure avec plus de détails, mais ce partenariat a porté essentiellement sur deux aspects. L'aspect co-construction du produit et de la plateforme qui sera présenté tout à l'heure, et un aspect recherche et développement sur des aspects IA pour la santé. Donc, bonjour à tous, Daniel Liobou, je suis le CEO d'Intense. Intense est une startup qui a été créée en octobre 2018. Nous avons été co-incubés par Génopole et par IMT Starter, l'incubateur de la Fondation Mines Télécom. Et je remercie aussi ici la Fondation pour cette invitation et pour le suivi qu'elle fait de notre projet, que ce soit à travers un prêt d'honneur ou un accompagnement au CES de Las Vegas. Donc nous développons d'une part une plateforme d'application de télémédecine et d'applications métiers dans les neurosciences. Voilà, et également, on développe également l'infrastructure est basée sur la sécurité, sur la confiance, sur une gouvernance éthique, de façon à ce que ça corresponde bien aux besoins du domaine de la santé. Et dans le cœur du projet, c'est vraiment l'entrepôt de données de santé, les santé à partir desquelles on peut développer des outils d'aide au diagnostic et au pronostic qui vont être intégrés dans ces applications métiers. Comme Samy le disait, depuis 2 ans, nous avons co-construit ces applications avec le groupe Talent, qui nous aide également, qui nous accompagne également dans l'aspect R&D de nos applications. Attrac. Non, c'est très bien, je pense que vous m'entendez là. Oui. Donc bonjour, merci bien sûr pour l'invitation, ravi d'être là, surtout, et dans un lieu aussi agréable. Voilà, pour parler donc, de ce projet auquel aussi je collabore, puisque je suis un des membres d'Intense. Et voilà, mais j'interviens également en tant que médecin, je suis neurologue de formation et réanimateur médical. Professeur à l'Université de Paris. J'exerce à l'hôpital Sainte-Anne, où il y a tout un bâtiment dit neurosciences qui intègre la neuroréanimation que je dirige. Et puis je travaille également aussi à l'Institut Pasteur,
mes axes de recherche sont autour de la neuroscience, qu'elle soit fondamentale ou appliquée. Voilà. Et c'est vrai que le développement technologique, hein, la numérisation, on voit bien que c'est un moyen pour nous d'acquérir des données et d'aborder la complexité médicale. Et on voit que ça, c'est un enjeu. Il y a un enjeu sécurité, mais il y a un enjeu connaissance, savoir et développement de ce savoir. On va faire le micro-promeneur. Donc le point clé aujourd'hui, ce sera les données. Et peut-être qu'en préambule, ça serait pas mal de redéfinir un peu ce dont il s'agit, mais surtout des spécificités des données médicales. Donc peut-être que Sami Kalfaoui, vous pouvez nous en dire un mot, puisqu'avec Talent, vous avez l'habitude de gérer les données, mais que vous avez eu, je ne vais pas dire des surprises, mais qu'en arrivant dans la donnée médicale, vous avez eu pas mal de points assez inédits pour vous à gérer. Alors effectivement, Talent et Talent Labs, en fait, on intervient sur quasiment tous les métiers, de la banque au transport, à l'énergie et j'en passe. Et dans quasiment tous les projets, on est amené à développer et à toucher de la data. C'est des domaines qu'on connaît, hein, de la donnée bancaire, on sait la sécuriser, l'extraire, la transformer. Il se trouve que là, sur le domaine de la santé, on n'était pas très présent. Et justement, avec le projet iIntense, on a découvert un monde, le monde de la santé, d'un côté, les métiers, le métier, l'écosystème, mais surtout ce que ramène la data de la santé. Donc, qui est, comme son nom l'indique, touche l'intimité et le personnel. Et justement, cette donnée, elle est très encadrée et très réglementée en France et partout ailleurs. Et notre sujet aujourd'hui, c'est les contraintes et la réglementation française. Alors, la donnée de santé, c'est toute donnée qui peut renseigner sur l'état de santé d'une personne physique, que ce soit la santé mentale ou la santé physique. L'état passé, actuel ou futur. Cette donnée peut venir directement du contexte médical, le dossier ou l'examen, mais peut être aussi déduite, déduite à partir des données qui ne sont pas initialement destinées à la santé. Je prends un exemple. Votre poids qu'on communique sur une application via le téléphone, à la base, ce n'est pas une donnée de santé. Si on croise le poids avec d'autres données, par exemple la consommation en calories, ou qui vont renseigner sur l'état de santé, ça devient une donnée de santé. Et justement, cette donnée de santé, comme on l'a dit, elle est très encadrée et très réglementée, et ces contraintes-là, un impact sur l'aspect technique, parce qu'il faut prendre en compte ce qui est indiqué dans ces recommandations ou dans ces standards dans la partie technique. De deux, on découvre un écosystème et des acteurs auxquels on n'avait pas affaire avant par rapport à cette donnée de santé. Et aujourd'hui, il faut les prendre en considération. Mais au-delà des aspects réglementaires et qui encadrent cette donnée, la donnée de santé, elle existe dans des systèmes qui, à la base, ne sont pas destinés à partager de la donnée. Donc là aussi, c'est un autre débat où la donnée existe dans le système de l'hôpital et acteurs comme nous ou iIntense qui viennent de l'écosystème externe, comment ils vont aller chercher cette donnée et comment ils vont aller l'interpréter. Donc c'est surtout ces deux aspects-là, donc l'aspect réglementation et l'aspect la donnée n'est pas toujours prête à être exploitée en tant que telle, et n'est pas facile à extraire. C'est les deux aspects que nous avons découverts pendant notre expérience avec iIntense. On voit que c'est un gros défi technique. Et est-ce que vous voulez en dire un petit peu plus sur le défi technique de justement aller les récupérer, les stocker et mettre en place cette interopérabilité entre différents intervenants qui, comme vous le disiez, ne sont pas forcément toujours en contact? Oui, effectivement. Alors, je vais prendre l'exemple d'une donnée ou d'un ensemble de données dont on avait besoin dans le cas d'iIntense, de la plateforme iIntense. Alors, la donnée,
elle existe, hein, et où les données remontent par la saisie dans le système de l'hôpital ou par la collecte directement des objets connectés aux patients. Ça, c'est un premier type de données qui sont structurées, mais il y a un autre type de données qu'on trouve dans les systèmes d'information qui ne sont pas structurées. Donc, c'est des comptes rendus d'hospitalisation, c'est toute la partie textuelle. Et c'est là où il y a de la richesse. Le premier défi, c'est d'aller chercher ces données et de les extraire. Donc, ces données qui existent dans le SIH de l'hôpital, il fallait trouver la solution pour y accéder. De deux, il fallait, et là c'était le sujet d'un des travaux de recherche qu'on a lancé avec INTENS, c'est aller extraire de la connaissance à partir du compte rendu d'hospitalisation. Donc ça c'était le premier travail, ou le premier élément. Le deuxième défi, c'était par rapport au stockage. Et là, c'est un autre débat qui s'est ouvert. Nous, on est habitués à utiliser des environnements de stockage sécurisés, sur le cloud, sur beaucoup de contextes. Dans le contexte de la santé, il fallait chercher un hébergeur HDS. Alors HDS, c'est hébergeur de données de santé. Et là aussi, l'HDS, il y a différents niveaux. Donc il fallait faire ce premier travail de recherche et trouver le bon hébergeur et qui correspond et qui répond à la réglementation française. Alors aujourd'hui, quasiment les hébergeurs étrangers, pas européens, ne sont pas très... en tout cas, on ne peut pas sereinement pousser de la donnée de santé dans ces environnements. Et en plus de cet aspect hébergement, il fallait trouver l'hébergeur, un qui est HDS, mais de deux qui permet, qui offre les outils autour de son hébergement, qui permet à l'équipe de développement de maintenir cette cadence ou cette manière de faire, d'aller pousser vite le code, d'aller pousser vite l'application en production. Et là, on a besoin que l'hébergeur soit capable d'offrir ses outils pour aller vite. Et en fait, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y avait un défi hébergement pour trouver l'hébergeur qui offre HDS plus cette capacité à déployer rapidement. Et le troisième point, et je finis avec ça, c'est le souci d'interopérabilité, où en fait, on va s'adresser à plusieurs systèmes d'information d'hôpitaux. Et dans chaque système, la donnée, elle est représentée d'une manière qui n'est pas forcément semblable à d'autres systèmes. Et là, il fallait trouver un moyen pour une représentation commune de ces connaissances qu'on va extraire autour du patient, pour favoriser justement que plusieurs systèmes peuvent se comprendre quand ça échange cette donnée. Donc les trois aspects, pour résumer, sont extraction, hébergement et interopérabilité. Donc merci beaucoup pour le préliminaire technique, si je puis dire. Et peut-être maintenant la parole à M. Diobou et au professeur Charchard, toujours dans le projet INTENS, pour voir concrètement ce que ça peut donner une fois que tout ça est maîtrisé. Donc peut-être le professeur Charchard sur le point de la donnée elle-même, comment bien saisir l'ampleur de ces données, rappeler leur diversité et comment en soi c'est un challenge, parce que l'innovation technique, elle va découler sur de l'innovation médicale, mais il y a quand même pas mal de choses à faire interagir. Et ensuite, M. Diobou sur la récupération, la technologie d'extraction et à nouveau l'interaction des compétences, puisque c'est ça qui est quand même à la base. Merci, oui. Donc, évidemment, ce sont des données complexes. C'est-à-dire une maladie, c'est complexe. Vous m'entendez ou non? Non. C'est bon? Vous m'entendez pas? Ah si, c'est bon. Donc ça y est. Et donc, bien sûr, une maladie est complexe. Je crois que c'est une lapalissade que de le dire. Il y a plusieurs données qui définissent une maladie. Ces données peuvent être d'ordre clinique, elles peuvent être d'ordre biologique, d'ordre radiologique, d'ordre éventuellement, surtout en neurologie, électrophysiologique. Donc vous voyez qu'il y a pour pouvoir faire le diagnostic d'une maladie, on est obligé souvent de recourir à différents types d'examens que je viens de décrire et qui constituent un champ de données très vaste. La deuxième chose aussi qu'il faut rajouter à la complexité, c'est l'évolution. Et donc, c'est des données qu'il faut pouvoir suivre et voir leur cours pour pouvoir au mieux définir la maladie, en définir le pronostic, la réponse thérapeutique.
Voilà, donc c'est tout ça qu'il nous faut pour pouvoir avoir des données les plus informatives possibles pour un diagnostic et pour décider également d'un traitement. Donc c'est à cette complexité qu'il faut savoir répondre et tout l'enjeu est là en fin de compte. On voit bien que faisant de la recherche, alors peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais on a eu tendance à essayer de simplifier les choses en se disant en simplifiant, ça suffira et on pourra, ça suffira à l'information et puis à pouvoir bien définir les maladies et bien définir les réponses thérapeutiques. Et on voit bien qu'on est en but à ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplifier à outrance et qu'il faut au contraire être en capacité de saisir cette complexité qui est à la fois par la richesse des données et puis par leur évolution, leur caractère évolutif. Voilà, et c'est vraiment un enjeu sur le plan médical évident. Donc, sur l'aspect technologique, donc, Tarek a bien décrit la problématique. Donc, en tant que start-up, déjà, le premier point, c'est de comprendre les questions qui se posent. Et souvent, les questions sont très pointues. Travailler sur Parkinson ou sur les AVC, etc., sont des problèmes différents, mais aussi des parcours de santé, des parcours de vie des patients qui sont très différents, avec des moments différents où il faut recueillir l'information. Donc, nous avons commencé à travailler en intra-hospitalier, avec des applications de télémédecine ou de tableau de bord du réanimateur, par exemple. Et effectivement, ce qui nous est apparu important, c'est de faciliter l'accès des informations du patient, encore une fois, pendant toute la vie du patient, idéalement. Récupérer ces informations pour les présenter de façon simple et accessible aux médecins. En neurosciences, ils ont besoin vraiment de... C'est extrêmement complexe. En réanimation, c'est encore plus complexe puisqu'il y a plusieurs organes qui sont défaillants. Donc, comment présenter cette information de façon simple, accessible, rapide à un médecin? Donc, c'est la raison pour laquelle on a développé ces applications de télémédecine, que l'on développe, télémédecine et de tableau de bord. Et il est apparu que il y a des informations, il y a des connecteurs qui existent pour accéder à ces informations dans le dossier patient des logiciels de gestion, mais on est encore loin de l'interopérabilité, mais on est sur la bonne voie, en particulier grâce au push qui est donné par l'Agence du numérique en santé, qui participe à cette dynamique de partage des informations, mais on n'en est pas encore là. Et on va suivre le chemin, mais ce qui est important, comme le disait Tarek, en neurosciences, ce sont les observations cliniques. Et ces observations cliniques, elles se trouvent dans des comptes rendus, dans des mots quotidiens, dans des comptes rendus d'imagerie, etc. Et donc c'est important, quand un médecin veut prendre une décision en face d'un patient, encore une fois pour accéder à toutes les informations pertinentes, et donc on a développé un outil qui réalise en fait la structuration de ces données non structurées. Dans un compte rendu d'hospitalisation, il y a toute la vie du patient, les antécédents, etc. Les antécédents, s'il y a eu un arrêt cardiaque, quand est-ce que c'était à l'extérieur de l'hôpital, à l'intérieur, il a fallu attendre combien de temps pour qu'il soit réanimé, etc. Donc toutes ces informations, on va les chercher dans ces comptes rendus d'hospitalisation et dans une application de téléexpertise, par exemple, elles vont constituer le dossier patient à partir duquel les experts vont pouvoir aider le médecin en charge du patient à prendre une décision, un diagnostic, un pronostic. Mais c'est également très utile en recherche médicale. Lorsque Tarek fait une recherche médicale, vous travaillez sur 200, 300 dossiers patients. Oui, ça dépend un peu de l'ampleur de l'essai thérapeutique, mais c'est vrai que ça peut... disons que la moyenne, c'est 300 patients. Alors après, tout dépend... on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que tout dépend de la complexité de la question à laquelle on veut répondre. Mais pour la recherche, bien sûr, c'est... Voilà. Donc, c'est travailler sur 200, 300 dossiers patients. Et idéalement, il faudrait aller chercher toutes les informations pertinentes concernant l'impact sur la neurologie ou sur les organes lorsqu'il s'agit de problèmes de réanimation. Et donc, on a développé un outil qui va chercher ces informations. Donc, d'abord, le premier challenge, c'est de comprendre les questions que peuvent se poser les médecins. Et donc, en ne se limitant pas
aux habitudes classiques de mise en place de projets de recherche clinique. Donc c'est de le comprendre et ensuite développer des technologies qui vont le permettre. Ainsi, aujourd'hui, sur le coma après arrêt cardiaque, nous avons travaillé avec des hôpitaux dans le sud de la France. Pour le coma après arrêt cardiaque, on est capable d'extraire 500 dossiers patients en 2 minutes 30 secondes exactement. Et avec un taux de qualité qui est supérieur à 92%. Alors que, je dirais, on est content lorsqu'on le fait manuellement, lorsque le taux d'erreur est inférieur à 10%. Donc on est... ce qui fait que l'autre challenge, c'est de faire en sorte effectivement d'avoir une multidisciplinarité des intervenants que l'on va avoir, que ce soit les médecins, que ce soit nos data scientists, ou que ce soit des designers, des UX designers, pour développer des applications qui vont être faciles d'usage par les médecins. Il ne faut pas rendre les médecins informaticiens, ils ont déjà suffisamment de problèmes, de tâches administratives à faire. Il faut vraiment rentrer dans leur pratique de tous les jours. Et pour faire cela, on a également besoin d'autres technologies, d'autres startups. Par exemple, c'est un travail itératif en fait dans le travail d'extraction de données. C'est du data mining ou du NLP, du traitement naturel du langage. On a également besoin de valider la qualité des marqueurs que l'on va chercher, des variables que l'on va chercher. Dans une étude clinique, ils vont chercher peut-être une dizaine de marqueurs pour faire en sorte que ça soit assez simple d'analyse, de compréhension. Aujourd'hui, sur le coma après arrêt cardiaque, par exemple, on recherche plus de 50 variables. Et on va pouvoir en chercher beaucoup plus au fur et à mesure du développement des algorithmes. Donc, ce qui fait qu'il y a un travail itératif à réaliser avec des outils de modélisation pour identifier les corrélations possibles. Et donc, on travaille par exemple avec une société qui s'appelle My Data Model, qui travaille sur des petites quantités de données. Et donc, on a commencé par travailler sur 30 dossiers patients, puis 100 dossiers patients, puis 500 dossiers patients. Et on va passer bientôt à une phase où on aura plusieurs milliers de dossiers patients sur lesquels travailler, rien que par exemple sur le coma après arrêt cardiaque. Mais la même chose ces informations, cet algorithme peut fonctionner à 90% sur n'importe quelle autre pathologie neurologique. Et dans cette multidisciplinarité, on a des données qui doivent être stockées dans des HDS, mais également qui doivent être stockées de façon à pouvoir être partagées ultérieurement par d'autres projets de recherche. Et donc, on travaille avec une société comme MedExprime, par exemple, capable de mettre en place des entrepôts de données de santé, des data lakes, qui vont pouvoir être une base pour d'autres projets de recherche et pour une valorisation de ces projets de recherche. Merci beaucoup. Donc là, on a vu un petit peu pour le projet iIntense tout ce qui a dû être mis en place pour pouvoir appréhender les données, les récupérer, pour pouvoir développer ensuite le projet. On va revenir effectivement sur plus concrètement ce que fait iIntense avec le professeur Cherchard sur ce que ça permet des cas concrets. Mais avant, on va quand même faire un petit détour par TerraLab, qui a eu les mêmes problématiques à résoudre. Donc peut-être Madame Thaïlandais nous en dire un mot avec le projet Maestria aussi. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez là? Ça marche? Non, ça marche pas. On va faire comme ça. C'est un running gag là, en fait. C'est pas grave. C'est pour réveiller tout le monde. On fait, voilà, s'il est tôt, on a une belle vue. Oui, alors Maestria, c'est un projet européen qui a commencé il y a 6 mois, qui va durer 5 ans. Il y a 18 partenaires européens, anglais, nord-américains, canadiens, américains, canadiens. C'est un projet à 14 millions d'euros. J'ai dit tout à l'heure, voilà, il est coordonné par Sorbonne Université avec la PHP. On est content parce que tout le monde a pu se voir pour la première fois lundi, mardi à Jussieu. L'objectif est de faire nous, TerraLab, le rôle qu'on va avoir, ça va être d'être un data hub. Parce qu'on a expliqué, effectivement, la donnée de santé, on a un peu expliqué ce que c'était. Elle a cette particularité d'être extrêmement hétérogène, comme dans tous les secteurs, en fait, d'avoir des données qui sont du texte et non structurées, d'avoir des données qui sont des images. Dans le cas de Maestria, on a des imageries médicales, on a des
électrocardiographie, je vais essayer de ne pas dire trop mal mes termes médicaux, sachant que je ne suis pas du tout... on a des comptes rendus, on a énormément de données, donc, et ces données, en plus, dans Maestria, elles ont la caractéristique de venir de, quand même de beaucoup de pays différents, qui ont chacun des législations différentes. Parce qu'effectivement, en France, on a la législation autour des données de santé, il n'y a rien d'unifié au niveau européen, ce qui complexifie encore la chose quand on veut commencer à la partager. Donc l'objectif de ce Data Hub, ça va être d'agréger comme ça des données qui viennent donc de faciliter ça. Donc c'est pour ça que c'est un travail de recherche qui va durer 5 ans, parce que vous imaginez que c'est pas simple à faire. Et TerraLab n'est pas le centre, hein. L'objectif, c'est quand même pour les chercheurs de pouvoir détecter ou prévenir des AVC, ou alors faire des détections précoces des AVC. Donc voilà, et nous on va travailler sur toute la partie législative, sécurité, pour pouvoir faire en sorte de donner l'accès à ces données à différents chercheurs de l'écosystème. Et puis je voudrais juste revenir par rapport à ce qui a été dit aussi avant. On a beaucoup parlé d'interopérabilité, qui est quand même une grosse question au niveau de la santé, mais je dirais dans tous les domaines en fait, hein. On a des problèmes de compatibilité de données et d'interopérabilité. L'IMT est membre fondateur de Gaia-X, qui est une initiative européenne qui vise à créer un écosystème, une infrastructure de data européenne pour qu'on puisse partager, échanger, faire circuler de la donnée. Il y a un GT santé, enfin il y a un data space santé au niveau européen, au niveau français, donc l'IMT, on est rentré au copil du hub français de Gaia-X, mais je ne vais pas vous donner trop de buzzwords là. Mais en fait, en tout cas, il y a un groupe de travail santé qui est coordonné par la PHP. Et du coup, je vous invite à venir voir, parce que c'est aussi tous ces problèmes-là qu'on cherche à voir, et finalement créer une automatisation. Enfin, il y a des questions d'ontologie, de façon dont on va décrire les données, puis il y a des questions de sécurité, d'interopérabilité, de compatibilité, etc. Donc voilà, Maestria, c'est sur les maladies, c'est pour prévenir les AVC, et nous, on va servir de data hub, et les données venant de partout. Et typiquement, là, on se casse un peu la tête par l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, voilà, c'est le Brexit. Mais alors évidemment, là, ils sortent d'un cadre législatif aussi, et du coup, là, on travaille avec l'Université d'Oxford. Et comment on fait avec l'Université d'Oxford. Voilà, c'est des choses très concrètes comme ça. Donc là, on a vu un petit peu tout le côté technique et on a pu commencer à aborder le côté concret des projets et ce à quoi ils servent, leur ambition. Donc maintenant, je vous propose de voir un petit peu vraiment concrètement des gens qui utilisent ces données, ce qu'ils peuvent en dire. Donc je ne sais pas si vous voulez revenir un instant, finir avec Maestria, si je peux dire, pour concrètement expliquer comment ça marche, ou est-ce que vous en avez fait le... D'accord. Et ben, du coup, je vais repasser la parole au professeur Charchard, qui va revenir donc sur le projet iIntense et dire voilà ce que lui en attend, peut-être nous parler d'un cas concret et nous dire en termes de recherche ce que ça permet. Alors si on revient sur le coma post-anoxique, hein, voilà, ça paraît un peu simple comme exemple, et vous allez en voir toute la complexité. Le coma... Oui, c'est pareil, un voilà. Ou un coma après un arrêt cardiaque. Voilà, c'est un problème de santé publique et de réanimation et de neurologie absolument majeur. Énormément de patients font malheureusement un arrêt cardiaque. Beaucoup d'entre eux se retrouvent de facto en réanimation et restent dans le coma. Et toute la question est de savoir quel sera le pronostic de ces patients. C'est-à-dire, vont-ils se réveiller ou non, et s'ils se réveillent, quel sera leur niveau de conscience, les troubles cognitifs qu'ils vont avoir. C'est toute une recherche internationale sur ce sujet-là, voilà, qui convoque différentes disciplines, différentes compétences, différentes expertises. Alors, il y a deux phases. Et ce qu'il faut comprendre, c'est on peut simplifier. On peut dire, ben voilà, je me limite à 2, 3, 4, 5 données. Si on regarde la littérature, si vous faites un examen de cette littérature, vous verrez qu'il y a peut-être 10 données qui sont pertinentes pour pouvoir prédire le pronostic, la durée de l'arrêt cardiaque, voilà, la profondeur du coma après l'arrêt cardiaque, des choses comme ça, ou certains résultats d'examen tels qu'un électroencéphalogramme. Et on peut se limiter à ça. Mais on met de côté, en fin de compte, énormément de données. C'est-à-dire on simplifie, et en se disant ben, c'est suffisant, et en fin de compte, on prédit moyennement le devenir des patients, et deuxièmement, on a mis de côté énormément de données. Et la richesse, en fin de compte, c'est pas tant les scores, vous voyez, on fait beaucoup de scores en médecine, mais un score, ça réduit la complexité d'une pathologie. Alors c'est nécessaire parce que ça permet...
Un score, c'est-à-dire une façon de quantifier. Par exemple, qu'on prend un accident vasculaire cérébral, un patient qui est hémiplégique, ben voilà, je vais quantifier son hémiplégie. S'il est en plus aphasique, s'il ne parle pas, ben ça va rajouter un point au score. Et comme ça, je numérise, je quantifie un trouble neurologique aigu ou un coma, etc. Donc vous voyez, ça c'est simple. Donc on se dit c'est suffisant, mais en fin de compte, non, c'est pas suffisant. On gagne en quantitatif, ça permet d'avoir un chiffre. Donc un chiffre c'est bien, tout le monde comprend, mais on met de côté toute une complexité, toute une évaluation plus complexe et qualitative d'une situation médicale. Et c'est ce que je trouve intéressant avec Hinton, c'est qu'on va aller dans le dossier médical. C'est là où il y a une richesse. C'est là ce que note le médecin, mais ce que peut noter aussi l'infirmière. Vous savez, il y a un dossier infirmier. C'est là où il y a beaucoup d'informations qui sont mises de côté parce qu'en se disant, ben voilà, c'est difficile à extraire, on ne sait pas quoi en faire, etc. Et on préfère se limiter à ces scores ou à ces visions un peu quantitatives. Et je crois que de pouvoir aller extraire ces données, ben ça permet d'aborder la complexité. Et là, on s'est limité au compte-rendu d'hospitalisation, alors que le rapport que l'on écrit sur un séjour d'un patient à la fin de son séjour hospitalier, mais on est en mesure de pouvoir aller dans le dossier médical et d'aller récupérer les données écrites par les médecins au fil de l'eau et de l'évolution. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je pense qu'il y avait une nécessité à un moment, parce que vous savez, colliger des données, c'est... Quand vous allez recueillir des données, avant, c'était ce qu'on faisait, c'est on regardait le compte-rendu d'hospitalisation ou le dossier médical, et puis on avait un tableau Excel, et puis on rentrait les données dans le tableau Excel. C'est ça qu'on faisait. Hein. Et donc vous imaginez qu'à un moment, remplir un tableau Excel avec 200 ou 300 données, bon, on arrête. Donc après, on simplifie. Donc on se dit, on va faire des scores qui sont validés, qui ont un rôle. Hein. Je ne nie pas l'importance de ces scores, ils ont été très utiles. Mais je crois qu'on arrive à une autre étape, grâce à ces moyens, de pouvoir retourner sur le dossier, d'aller vraiment creuser le savoir médical au sens large du terme et extraire des données pertinentes et qualitatives et hautement informatives. Je ne sais pas si j'étais clair, mais voilà un cas. Je voudrais rajouter ce qui est important si l'on veut délivrer des applications avec une valeur ajoutée, donc avec des assistants cognitifs qui soient pertinents, qui aident le médecin dans ses décisions, eh bien, il faut que les données soient de qualité. Et donc, ce que l'on a pu constater, rien qu'avec ces outils de structuration de données, c'est que c'est bien beau de transférer des données dans des gros entrepôts de données de santé, mais en fait, il faut que... Ce que l'on a constaté, c'est que ces données ne sont pas d'une qualité qui soit vraiment très pertinente. On est capable aujourd'hui de faire une mesure de la qualité des informations qui sont stockées, d'identifier quelles sont les variables les données qui sont incohérentes les unes avec les autres, et donc par ce biais de revenir vers les médecins, vers les chercheurs, de façon à ce qu'ils puissent corriger ces données, ou ne pas prendre en compte ces données. Il y a aussi l'autre phénomène, les data analysts connaissent bien, ce sont les données manquantes. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'il y a des données manquantes? Est-ce qu'on donne une moyenne par rapport aux autres dossiers qui ont été recueillis ou pas, etc. Donc la qualité, c'est important. Moi, de mon point de vue, en termes également de valorisation de ces informations, de valorisation de cette pratique qui intéresse les directions des hôpitaux, qui intéresse l'efficience hospitalière, eh bien, c'est de dire, lorsque vous êtes dans un projet de recherche, vous commencez par 30, 40, 50 dossiers patients. Ça, vous pouvez le faire manuellement, c'est gérable. Lorsque vous passez en phase 2, avec 200, 300 patients, là, je dirais, des outils comme ça peuvent vous faire gagner du temps, donc aller plus vite dans votre projet de recherche et gagner de l'argent. Vous utilisez aussi aujourd'hui des ARC, ce qu'on appelle des ARC, des assistants de recherche clinique ou d'autres personnels pour faire ce travail. Ce ne sont que des humains et qui peuvent générer d'autres erreurs. Mais lorsque vous passez en phase 3, lorsque vous avez plusieurs milliers de dossiers patients pour une étude de l'impact d'un médicament, etc., là, ces outils peuvent vous faire gagner des années en recherche et des millions en budget. Merci. Donc en fait, en gros, ce qu'on peut se dire, c'est que ces évolutions, ça permet à la fois d'aider les soignants, d'améliorer le parcours patient, mais peut-être aussi d'accéder, comme vous le disiez, professeur Cherchard, à la complexité du phénomène. Là, on avait cherché à simplifier pour des raisons humaines et mécaniques. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Est-ce que vous voulez du coup repréciser un de ces points? L'un de vous trois, l'un de vous quatre? Si on prend, alors je vais être
vais essayer de prendre un exemple. J'ai mené il n'y a pas longtemps, je vais expliquer quelque chose d'assez simple. J'ai mené il n'y a pas longtemps un essai thérapeutique sur ce qu'on appelle le suivi post-réanimation, c'est-à-dire de voir si une consultation pluridisciplinaire après un séjour en réanimation allait améliorer la qualité de vie des patients à un an. Vous voyez, ça a un certain écho avec ce dont on parle actuellement du Covid long et de savoir s'il faut suivre ou non ces patients, etc. Alors là, je parle un peu recherche, mais c'est... donc cet essai thérapeutique, il a été fait pour répondre à cette question-là. Vous savez comment on fait un essai thérapeutique, on fait une hypothèse et puis on se dit pour démontrer l'hypothèse, c'est-à-dire je vais améliorer la qualité de vie des patients de temps chez tant pourcentage de patients, disons j'améliore la qualité de vie chez 10 ou 20% des patients à un an. On calcule le nombre de sujets, c'est-à-dire le nombre de sujets qu'il me faudrait pour pouvoir répondre à cette hypothèse-là. D'accord? C'est clair ce que je vous dis? Et donc, on a mené cet essai thérapeutique. J'attends les résultats. Dans quelques mois, dans 1 ou 2 mois, je les aurai. Alors pour tout vous dire, cet essai thérapeutique, il a été mené, mais avec une hypothèse qui était très théorique. Il nous aurait fallu une étude au préalable qu'on appelle, nous, observationnelle. C'est-à-dire, je vois globalement qu'est-ce qu'il en est de l'offre de soins en France, le suivi post-réanimation, est-ce qu'il existe ou non déjà, avant d'essayer de vérifier s'il fonctionne bien, voyons s'il existe, comment fonctionne-t-il, etc. On avait proposé ce projet-là. On l'avait proposé. Il a été refusé en disant c'est trop cher, ça ne sert à rien, etc. Et donc, je me souviens très bien, je discutais avec un de mes amis et collègues, J.Ali Hanan, et il me dit pourquoi tu ne proposes pas un essai thérapeutique? Et je lui dis mais je n'ai pas de quoi proposer un essai thérapeutique puisque mon hypothèse n'est pas fondée sur des choses pratiques et vraiment des faits qui me permettent d'étayer une hypothèse. Et je fais l'essai thérapeutique. Il me dit fais-le, tu verras, tu seras accepté. On fait l'essai thérapeutique, j'attends les résultats, mais il sera probablement négatif. Et vous voyez, c'est-à-dire que tout l'effort qu'il faudrait pour pouvoir constituer un bon essai thérapeutique, pouvoir répondre à une bonne hypothèse, etc., nous nécessite d'avoir énormément de données, de pouvoir faire ces études observationnelles sur un nombre suffisant de patients, une cohorte représentative avec toutes les données nécessaires pour pouvoir charpenter, structurer un essai thérapeutique qui aura une réelle valeur et qui nous permettra de répondre après à une réelle question. Et c'est ça qui manque. Donc vous voyez la complexité de la donnée, avoir des données, c'est aussi cette aide-là. La deuxième chose, alors on continue sur le même essai thérapeutique, donc c'est une étude, comme on dit, multicentrique, randomisée, donc vous connaissez tous ces termes-là maintenant après 1 an de Covid. Donc voilà, plusieurs centres, et bien sûr, et comme le disait Daniel, eh bien, pour pouvoir recueillir les données, alors les médecins remplissent les données, il y a des gens qui les aident à remplir les données, puis il y a ça s'appelle les techniciens de recherche clinique, et puis après, il y a des personnes qui vont vérifier que les données qui ont été bien saisies dans le cadre de cette étude sont en accord avec le dossier médical. C'est le rôle des assistants de recherche clinique. Donc vous voyez le travail qu'il faut pour le nombre de personnes qu'il faut pour pouvoir réaliser cet essai thérapeutique. Et ce qui s'avère, c'est que petit à petit, on se rend compte que la qualité des données, elle n'est pas si bonne que ça, il faut aller revérifier de nouveau, les données sont éparpillées, il y a 3-4 dossiers, on les a là, on les a ici, on les a là, c'est un travail, les médecins sont fatigués de remplir ces cahiers, les techniciens en ont marre d'aller chercher les données un peu partout, l'ARC en a marre de vérifier, etc. Et on se rend compte que parfois des données assez simples qui existent ne sont pas récupérées. Et le travail qu'il faut pour pouvoir aller les récupérer, le surcoût qu'il faut est incroyable. Vraiment incroyable. Et donc on perd, il y a le coût, mais on perd en termes de qualité et de qualité de la donnée. Et ce qui fait quand même la qualité d'une recherche, c'est la qualité des données. C'est-à-dire ces données sont-elles exactes, ont-elles été donc exactes médicalement, c'est quand même des choses les plus importantes. Et donc voilà, donc c'est tout ça en fin de compte la recherche, et je pense qu'on a un tournant en termes de recherche clinique. Ce que vous allez faire sur Maestria, ça va être, parce que c'est intéressant parce que le neurovasculaire est sans doute une des recherches les plus charpentées, où on voit bien tout est structuré pour faire de la bonne recherche clinique. Mais voilà, c'est tout cet effort-là, et on voit que les solutions, alors dans un cadre réglementaire strict, avec toute l'éthique derrière et toute la déontologie qu'il faut pour ne pas détourner les données à des mauvaises fins, mais c'est vraiment tout ça.
Et donc de nous aider à structurer des bons essais thérapeutiques, et d'aider à la réalisation de ces essais thérapeutiques sur des données de qualité, faire qu'on n'utilise pas des gens à faire des métiers quand même qui sont à la fin un peu rébarbatifs, aller vérifier que le score, que l'âge du patient est le bon, que le score est bon. Vous vous rendez compte, c'est quand même du sous-emploiement à mon avis, surtout quand la donnée est libre. Et donc ça peut être aussi libérateur d'énergie et de mettre des gens sur d'autres métiers ou sur d'autres rôles. Et si une solution permet de vérifier des données, c'est-à-dire de les récupérer, de vérifier leur qualité, et d'incrémenter la qualité du dossier in fine, c'est du temps gagné. Et puis après, les techniciens, les médecins, les assistants de recherche clinique peuvent se focaliser sur les données difficiles à rechercher, celles qui sont plus complexes, celles qui nécessitent une lecture qu'une machine ne pourrait pas avoir. Voilà. Et donc je pense que c'est tout ça. Et on voit bien que la crise Covid a montré qu'il fallait accélérer ce processus-là. Si on veut répondre à des urgences sanitaires, il faut que ces processus soient encore plus fonctionnels, même si on n'a pas fait si mal, si la recherche internationale n'a pas fait si mal quand on regarde le bilan en 1 an et demi. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair, mais... Très clair. En fait, je voulais juste rebondir, désolé. Ah oui. Avec cette histoire de micro, j'en ai plein, il y en a qui fonctionnent. Oui, ce que vous dites est hyper juste. En fait, quand on fait dans n'importe quel domaine de l'analyse de données, moi, ce que je vois sur TerraLab, parmi tous les projets qu'on a accompagnés, il y a quand même 80% du temps qui est de nettoyer la donnée, compléter la donnée quand elle est manquante, enfin voir comment on va faire, puisqu'il y a les données ne représentent jamais tout l'espace et il y a toujours des zones qui sont un peu inexistantes. Et puis comprendre les données, c'est-à-dire qu'il y a un vrai dialogue, ça correspond aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, dans le domaine de la santé, entre le chercheur clinique et puis le data scientist qui doit aussi intégrer ces données, les comprendre et pas juste faire tourner des algos, etc. Enfin, il y a quand même un gros travail d'aller-retour et c'est là que c'est intéressant aussi tout ce qu'on fait en IA. Du côté interdisciplinaire. Donc c'était ça que je voulais juste dire que oui, et du coup, s'il y a une start-up qui sait faire ça et qui nous permettrait qui nous permettrait de rendre ce début moins long. Voilà. Et après, effectivement, la complexité voir comment faire pour que la donnée soit saisie et bien saisie, et que c'est vrai que c'est pas la partie gratifiante du travail, et donc voir aussi comment est-ce qu'ils peuvent avoir aussi peut-être un retour par rapport au travail qui est effectué pour que tout le monde soit gagnant dans l'histoire. Enfin, voilà, la donnée, il y a la question de la stockage, de la sécurité, etc., mais de la saisie et de la nettoyer, c'est hyper important. Alors, je voudrais rebondir, alors c'est à mon tour de rebondir sur deux choses, mais la première c'est... le micro est branché, je crois, non ? Alors c'est vrai qu'on pourrait faire, par exemple, quand on revient sur le compte-rendu, on pourrait faire des comptes-rendus stéréotypés où les données nécessaires sont là, etc. Mais on réduit encore la réalité médicale. Et puis, le problème, c'est que là, vous figez définitivement le savoir. Tandis que si vous pouvez venir dans ce dossier source, là où le médecin ou l'infirmière écrit, tout d'un coup, 10 ans peut-être, plus tard, vous allez avoir une donnée auquel vous n'aviez pas pensé, mais qui va surgir par raison de l'évolution des connaissances médicales. Et bien, rétrospectivement, on pourra aller le rechercher dans le dossier médical. Si vous avez des comptes rendus qui sont stéréotypés, ou je ne sais pas, dans le coma post-arrêt cardiaque, on ne récupère que ci, que ça, parce que c'est actuellement informatif, et bien on coupe toute possibilité d'évolution des connaissances plus tard. Donc il est important, un outil qui nous permet d'aller au dossier source là où les médecins ou les infirmiers écrivent, c'est aussi un gage pour le lendemain de pouvoir les récupérer des données qui étaient pour le moment qui sont mises de côté, mais qui peut-être s'avéreront intéressantes. Alors après, là où j'ai raison, c'est la qualité de données, parce qu'une recherche qui se fait sur les qualités des données médiocres, c'est quand même compliqué. Alors ça, je me souviens toujours, j'étais à Pasteur à l'époque et je faisais ce qu'on appelait le DEA, donc c'est-à-dire un Master 2. Et donc, je me souviens d'avoir passé une nuit blanche avec un chercheur complètement fou, une sorte de génie incroyable. Il s'appelait Constantin, je me rappelle toujours de son prénom. On avait passé des heures et des heures à aller faire ce qu'on appelle des ELISA, c'est-à-dire pour aller mesurer un taux d'immunoglobuline. Bon, bref. Et donc c'était incroyable. Donc, j'avais travaillé avec lui pendant toute une nuit. On avait fait ça. Et puis, le lendemain, on regarde les résultats qui étaient complètement aberrants. Mais vraiment une déception.
J'avais content d'avoir passé une nuit avec Constantin, mais quand même, le résultat n'était pas à la hauteur de nos attentes. Et en fin de compte, ce qui s'avérait, c'est que le dosage des immunoglobulines, vous savez, c'était des prélèvements sanguins de patients, de plasma, qui nous avaient été transférés, en fin de compte, a été prélevé n'importe comment, et les taux d'immunoglobulines qu'on nous avait donnés correspondaient à aucune norme humaine. Donc, c'est-à-dire qu'on on lançait toute une nuit de travail sur des prélèvements complètement, de pas de bonne qualité, qui ne nous permettaient pas de faire une bonne recherche. Et ça, je m'en souviens encore, parce que quand même, une nuit blanche à faire des choses inutiles, ça, on s'en souvient. Et je crois que c'est ça qu'il faut éviter. C'est-à-dire, on peut faire des élucubrations, parce que c'est ça l'algorithme, c'est-à-dire on peut faire des élucubrations sur des mauvaises données, même si on a les moyens de les corriger, mais à un moment, quand même, on se trompe. On ne peut pas quand même rectifier complètement ce qui à la base est une erreur. Ça soulève peut-être un point crucial, je crois que c'est M. Diobou qui l'avait évoqué également, c'est que c'est un outil qui s'avère incroyablement prometteur, puissant, mais il faut toujours rester vigilant parce que c'est un outil. Ce qui compte derrière, c'est peut-être aussi la compétence humaine qui va être là pour discriminer, comme vous dites, la mauvaise de la bonne donnée et ce qu'on peut demander vraiment à l'outil ou pas. Je ne sais pas si vous avez un... L'outil permet de faire du benchmarking, par exemple, de différentes pratiques, de différents services, d'un hôpital à l'autre, et en fait d'aider à se poser les bonnes questions. Et après, c'est la responsabilité des médecins, des sachants médicaux, ce sont toujours les médecins qui sont les sachants, qui vont pouvoir prendre des décisions pour corriger ou pas, pour prendre en compte une donnée ou pas. Donc on a vu comment ça pouvait aider les soignants donc, en question, mais et pour le parcours patient, quel est du coup l'avantage de développer ces outils? Parce que j'imagine que pour eux aussi c'est un avantage. Oui, le parcours patient, on l'utilise dans nos applications, applications métiers, applications de télémédecine. Télémédecine c'est tout ce qui est téléexpertise, téléconsultation, suivi, etc. Et donc, qui sont des applications qui vont permettre de suivre la vie du patient avec les bonnes données et de synthétiser ces données pour qu'elles soient compréhensibles au moment où il faut prendre une décision pour le patient. Il y a deux points qui ont été un peu transversaux dans vos deux projets. C'est le partage des données à tous les niveaux et la réglementation, la sécurité. Donc, pas pour conclure, parce qu'on a encore quelques minutes, je vais quand même vous proposer de revenir sur ces deux points qui sont quand même, excusez-moi, centraux. Donc, sur le partage des données, peut-être que Madame Thaïlandais, vous avez un mot à donner, peut-être aussi Sami Kalfaoui pour Talon. Je ne sais pas qui veut commencer. C'est par Salon, j'imagine beaucoup parler aussi. Alors, je commencerai peut-être par la sécurité. Comme ça, on aura le temps. Alors, comme tout domaine, on parlait tout à l'heure des données bancaires. Alors, la sécurité est certes un enjeu central de la donnée de santé. Il ne faut pas être, à mon avis, parano. Il y a beaucoup plus à gagner à partager cette donnée et surtout une donnée de qualité. Le gain est beaucoup plus important que le risque. Il y a un risque. Le risque d'altération d'un dossier patient, c'est se tromper dans les médicaments, par exemple. Donc le risque, il est évident. Par contre, comment sécuriser? Il y a maintenant toute la réglementation qui permet de sécuriser et de s'assurer que la donnée elle est bien stockée, elle n'est pas accessible par des gens qui n'ont pas le droit d'y accéder. Mais surtout, il y a de nouvelles techniques. Il faut être optimiste sur la sécurisation des algorithmes. Et je te laisse tout à l'heure, Daniel, d'en parler. Comment s'assurer que l'algorithme n'est pas lui-même sujet à du hacking et qui change son comportement. Et sur la traçabilité de ce qu'on fait avec la donnée. Je prends l'exemple de la blockchain, on entend parler, mais ça permet de sécuriser et de savoir, d'avoir la traçabilité de qui a touché la donnée, qu'est-ce qui a été fait sur la donnée. Et à la fin, il y a toujours les points de faiblesse dans la chaîne. Le point de faiblesse reste toujours l'homme. Donc il faut être vigilant à sa donnée de santé. Comme on ne partage pas son compte bancaire et son mot de passe de carte Visa, on ne partage pas des clés qui peuvent renseigner sur le dossier patient.
Et tous les acteurs, de toute façon, aujourd'hui, sont vigilants à ces points. Et à mon avis, tout le monde s'aligne sur des bonnes pratiques dans la transmission de données, dans même les échanges. Quand nous, on échange avec l'hôpital Sainte-Anne, je donne un petit exemple, on était vigilants pour que le dossier patient ne sorte pas de l'hôpital s'il n'est pas anonymisé. Le canal de transmission, on s'est assuré qu'il est sécurisé. Nos données sont chiffrées de toute façon. Quand on envoie sur des environnements, c'est sécurisé et chiffré. Et le risque zéro, de toute façon, n'existe pas. Alors, on n'est pas spécialiste de la cybersécurité, mais vigilant, comme j'ai dit, c'est à l'image des autres secteurs où aussi la donnée elle est sensible. On parle du secteur financier. Au début, les gens étaient réticents à utiliser la carte sur Internet. Aujourd'hui, on le fait sans réflexion. C'est quasiment la même démarche. Donc aujourd'hui, il y a une réticence à partager cette donnée de santé. On ne sait pas, et sachant qu'on la partage sans le savoir, dans certains cas, avec tous les objets connectés. Mais les solutions existent et le risque zéro n'existe pas. Il faut trouver l'équilibre entre fermer et trop fermer et perdre en partage et en collaboration, ou trop ouvrir et s'exposer. Oui, je voulais juste dire, oui, en réglementation, on a ce qu'il faut, je pense. En France, il y a, tout à l'heure, vous en parliez, les hébergeurs de données de santé à caractère personnel, qui sont quand même des agréments ou des certifications qui sont pas... Enfin, c'est lourd comme dossier. Et même, une fois que... Ça, c'est pour le stockage des données. Et après, il y a des demandes d'autorisation de traitement pour un traitement qu'on veut faire à partir de ces données de santé. Qui sont aussi des dossiers à faire auprès de la CNIL, qui va donner son accord ou pas sur le traitement, sachant que de toutes les façons, pour tout traitement, on a le droit d'utiliser strictement les données qui sont nécessaires au traitement. C'est-à-dire qu'on ne va pas stocker n'importe quoi en vue de faire un traitement sur 3 données. C'est-à-dire qu'on aura le droit de stocker les données qui sont strictement nécessaires au traitement. Donc on est quand même, d'un point de vue réglementation, assez serré. Je pense qu'en Europe, on doit être un des pays les plus stricts sur les données de santé au niveau réglementaire. Et puis après, oui, tout à fait, sur le partage de données. Enfin, en tout cas, nous, dans Maestrien, on voit bien qu'en France, on est assez sévère sur l'accès aux données de santé et ce qu'on a le droit d'y faire. Oui, en France, il n'y a aucune excuse pour qu'un établissement de santé, quelqu'un qui gère des données, refuse de les partager. Il y a de la compétition avec d'autres établissements hospitaliers, mais l'objectif, c'est de partager ces données. Et alors, on utilise, d'un point de vue technique, on utilise aussi d'autres outils pour surveiller cette sécurité, pour assurer cette sécurité. Il y a des outils qui sont, par exemple, développés par une spin-off de l'IMT qui s'appelle Watu et qui permet de traquer l'usage de ces données qui a été à l'origine d'une fuite, par exemple. Et puis, on travaille, enfin, c'est pas encore annoncé officiellement, mais on travaille avec un laboratoire de l'IMT, IMT Atlantique et l'INSERM, et puis un gros industriel, sur le tatouage des algorithmes. Vous pouvez développer un algorithme, mais est-ce qu'il a été attaqué pendant sa constitution? Donc, quand vous faites des études multicentriques, donc il faut pouvoir réussir à identifier cette intégrité. Et puis une fois que l'algorithme est produit, effectivement, c'est pour garantir la propriété intellectuelle de l'algorithme et puis pour garantir qu'il n'a pas été modifié ensuite dans son usage, eh bien, on est en train de développer des tatouages, une marque dans un algorithme qui va, si la marque n'est plus là, eh bien, c'est qu'il y a eu un problème. Et si elle est encore là, eh bien, c'est que c'est effectivement votre algorithme. Et comment permettre, en fait, même parce que les algorithmes évoluent, au fur et à mesure on rajoute des données, eh bien, comment garantir le fait que l'algorithme, au départ, qui a évolué, qui a acquis plus de maturation, eh bien, c'est toujours votre algorithme et que les améliorations, les incréments ont été gérés par le concepteur initial. Et puis, bon, il y a aussi des outils comme utiliser des hackers pour faire des attaques, pour simuler des attaques, pour voir effectivement quels sont vos... Mais ça, c'est du classique dans tous les domaines. J'imagine que c'est un point central pour le partage. Peut-être il y a un mot à dire sur Gaia X, qui est quand même central dans cette problématique. Oui. Donc,
En fait, sur Terralam, on a vu arriver depuis 4-5 ans des filières. Donc on voit des filières industrielles, il y a la filière santé, etc. Où, en fait, comme on disait tout à l'heure, on a besoin d'élargir son champ d'observation. C'est-à-dire que c'est là qu'on va commencer à parler de médecine personnalisée, c'est là qu'on va vouloir peut-être mélanger des données de santé avec des données de vie du patient pour voir aussi comment un soin est accepté et comment s'il est plus efficace quand la personne est active, etc. Enfin, ou sur le diabète, ce qu'on avait fait aussi avec des données de nutrition. Donc on voit qu'on a besoin de partager des données. Et là, en fait, on se pose la question de, quand on est quelques-uns, on arrive à se faire des petits contrats entre nous pour arriver à partager la donnée. Mais quid quand je vais passer à une échelle supérieure, c'est que, par exemple, on peut se dire aussi que les données de santé, les données de mobilité, et on a vu avec le Covid, là, la crise qu'on vient de passer, est-ce qu'il n'y a pas des sujets de recherche ou d'innovation, voire des nouveaux produits ou des nouveaux services à faire à partir de données qui sont en plus de domaines complètement hétérogènes. Du coup, en fait, il y a Gaia-X donc, qui a été créé, qui a été annoncé l'année dernière, dont l'IMT est membre fondateur, et en fait, on a participé, même j'ai participé à la création de Gaia-X, et la création de Gaia-X, c'est vraiment de se dire, il faut qu'on arrive à se créer un espace d'échange et de partage de données, qui partagent des mêmes valeurs, je dirais, souveraines, de sécurité aussi européennes, et qui soit basé sur des clouds sur lesquels on puisse aussi avoir de l'interopérabilité pour ne pas se retrouver enfermé sur une solution et éviter finalement d'avoir une dépendance numérique forte par rapport à d'autres pays, parce qu'on voit que les géants sont souvent américains ou chinois, et qu'à l'Europe, si on veut rester compétitif, il faut aussi qu'on mette des règles du jeu et qu'on ne soit pas dans une jungle complète. Donc, ouais, voilà, et d'être, oui, effectivement, derrière en train de courir après un TGV. Là. Donc, en fait, Gaia-X est là pour ça. Gaia-X, c'est d'un point de vue, pas forcément réglementaire, mais en tout cas avoir des règles du jeu qui soient claires, développer des standards. Et on voit bien que des données de santé, on en a parlé moult fois tout à l'heure, il y a des problématiques d'interopérabilité, de faire que des données puissent être utilisées par un acteur A ou B, et puis de pouvoir aussi créer une économie autour de cette donnée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrivera à faire circuler cette donnée, il pourra y avoir des modèles économiques qui seront développés et qui seront basés sur cette donnée. Et ça va aussi faciliter, je pense, pour les travaux de recherche, typiquement par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, d'avoir accès finalement à une masse de données qui va faire qu'on va pouvoir développer de la recherche, des produits, des services. Donc ça, c'est vraiment... Alors Gaia-X, on en parle pas mal. Il y a beaucoup d'attentes. C'est assez jeune, c'est en construction. En tout cas, voilà, il y a sur la santé, il y a le groupe de travail santé qui est coordonné par la PHP. Donc, je pense que c'est intéressant d'aller voir pour participer à cet écosystème. Et en France, le hub français est piloté en premier en fait, par le CIGREF. Il y a le pôle systématique et l'Académie des technologies. Donc l'IMT, nous, comme on travaille depuis le début sur Gaia-X, on est aussi arrivé au comité de pilotage du hub français. Il y a Numéum et l'INRIA aussi. Donc voilà, et ça c'est vraiment fait pour faire en sorte qu'en France on anime aussi cet écosystème autour de la santé, qu'on vienne amener des cas d'usage, parce que finalement tout ça va être tiré par de la recherche et des cas d'usage, et puis qu'on puisse développer ces principes d'interopérabilité, cette sécurité qui est nécessaire, ces ontologies et ces standards, finalement il y en a qui existent déjà, mais finalement c'est lesquelles les bonnes, et préparer cette interopérabilité. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, ça nous amène sur la fin. Je vais laisser le mot de la fin au professeur Charchard. Parce qu'on a parlé, donc, on a entendu des mots de compétition, de partage, de la multiplicité des acteurs internationaux. Donc, en termes de recherche, cette compétition, mais vous, ce n'est pas forcément le terme que vous employez, en tout cas pas le seul. Non, pas le seul, mais indéniablement, on est dans un champ concurrentiel. La recherche est concurrentielle, elle est compétitive. On a bien vu ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Voilà. Alors, d'un côté, elle est structurée internationalement. Il y a des critères internationaux maintenant qui sont valides. On ne publie pas dans une grande revue si on ne répond, par exemple, le New England Journal of Medicine ou le Lancet, si on ne répond pas à certains critères. Et ces critères s'appliquent à toute la recherche mondiale. Donc en même temps, il y a une compétition organisée. Elle n'est pas sans foi ni loi. Il y a des critères. Mais il y a une concurrence. Si vous prenez la crise Covid, on voit qu'il y a des pays qui ont été
en termes de recherche clinique, qui est un peu mon champ, on voit que les pays ont été performants. Si on prend l'Angleterre, indéniablement, avec des études épidémiologiques ou des essais thérapeutiques de haut niveau, ou le Brésil, par exemple. Alors, pays qu'on dit toujours émergent, on ne sait jamais qui ne finit pas d'émerger, mais qui, sur le plan sanitaire, a fait beaucoup mieux, du moins sur le plan de la recherche, pas sur le plan sanitaire, mais sur le plan de la recherche clinique, a fait mieux que la France. Donc, donc voilà, on est dans un champ concurrentiel, et demain, alors ça c'est sur la recherche clinique, mais c'est aussi sur la recherche thérapeutique, du moins, on a parlé du vaccin, vous connaissez tout cela. Donc, il y a une organisation internationale de recherche, elle s'est fédérée d'une certaine façon, et elle est concurrentielle, et il faut, je crois que vous l'avez bien dit, il faut que la France et l'Europe soient présentes indéniablement. C'est un enjeu absolument majeur. Deuxièmement, la recherche, elle est en train de changer aussi. C'est-à-dire, c'est là où la France doit jouer un rôle. Et elle peut jouer un rôle. Alors je prenais le cas du Brésil. Vous avez des études, si vous voyez les études brésiliennes, elles peuvent être faites sur 11 000 patients. Donc vous savez, ils ont une population de 230 millions ou 250 millions, peut-être maintenant 300, je ne sais plus exactement ce qu'il en est de la démographie. Ils peuvent faire des études à grande échelle, indéniablement. Et ils ont su organiser en quelques années, dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la réanimation, ils ont su organiser leur réseau de recherche et faire des essais maintenant thérapeutiques. Il y a encore eu 2 publications brésiliennes d'amis brésiliens dans les plus hauts journaux, dans les plus grands journaux, le JAMA, sur 11 000 patients. Voilà, en 2 ans. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, en France, je ne connais pas d'études faites en 2 ans sur 11 000 patients. Mais en même temps, c'est des études assez simples. Donc ça témoigne d'un côté de la standardisation des soins, de la qualité d'un réseau de recherche, de la capacité à pouvoir réaliser cette recherche, mais elle n'est pas à haute valeur ajoutée. Et la France, si elle veut être compétitive, mais aussi l'Europe, c'est peut-être pas 11 000 patients qu'il faut viser, c'est peut-être 100 patients, ou 1000, ou 2000, tout dépend, mais à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que sur le patient, vous n'avez pas qu'une seule donnée, ou 10 données, vous en avez 20, vous en avez 30, vous en avez 50, qui sont cliniques, qui sont radiologiques, qui sont biologiques, etc. Et c'est ça, c'est important. Et bien sûr, pour colliger ces données, il faut des moyens, et il faut être rapide. Le temps est important. On vient de finir, nous, un essai thérapeutique sur le Covid, qui va être publié dans le Lancet Respiratory Medicine. Il y a 6 mois, on aurait sans doute visé plus haut. Alors, parce qu'on est un peu compétitif, on aime la concurrence, on a envie d'avoir la médaille, on n'a pas la médaille d'or. Voilà. On n'a pas la médaille d'or parce que le temps de faire l'étude, et même si la France a été, tous les institutions ont essayé de faire au mieux et d'aider, de faciliter la recherche clinique, on a pu par exemple mener un essai thérapeutique en moins d'1 an et demi. Moi, je n'ai jamais connu ça dans ma pratique courante. Donc indéniablement, énormément de verrous ont été levés. Mais quoi qu'il en soit, on a mis 6 mois plus de... Voilà, on a perdu 6 mois. Pas réellement perdu, on ne peut pas dire qu'on les a perdus, mais de toute façon, on est arrivé 6 mois trop tard pour pouvoir publier à un niveau encore au-dessus. Lancet Respiratory Medicine, on est très content, on est très fiers, mais vous voyez, donc cette concurrence, elle existe. Et je pense qu'il faut aller vers une recherche clinique tant pour la connaissance, mais aussi pour la compétitivité, vers une recherche clinique à haute valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment important. Et la deuxième chose, c'est pour pas finir que sur la recherche, mais aussi sur les problèmes de santé publique. Vous savez très bien qu'on est confronté quand même un peu à une crise du service public. On est confronté à un problème de recrutement d'infirmiers, de kinésithérapeutes, de médecins, etc. Peut-être faute de moyens, faute d'organisation, on pourrait voir. Mais l'hôpital public est sur un trésor. Il s'appelle la donnée médicale. Alors je ne dis pas qu'il faut être mercantile, mais il ne faut pas être naïf non plus. Et donc, si on doit rechercher des ressources, voilà, l'hôpital a un trésor. Alors maintenant, qu'elle ne s'en fasse pas déposséder, ça on est d'accord, qu'elle sache être dans ce jeu-là et protéger bien sûr le patient, et ça c'est très important, mais en même temps, c'est peut-être là aussi, il y a des milliards, je ne sais pas combien on évalue l'économie de système de la donnée médicale, mais je pense que ça se compte en milliards de milliards, non? On ne sait pas, on imagine. Voilà. Donc vous voyez, donc il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'aussi, c'est de la compétitivité, mais c'est aussi peut-être de faire qu'on ait des moyens qui nous permettent de moderniser des outils de... Et puis plus on les modernisera, plus on aura une recherche compétitive et plus on répondra à une qualité des soins. Alors après, sur ce qui est l'interopérabilité, du moins les différents champs qu'il faut connecter, bien sûr, je pense qu'il faut connecter différents champs. Moi, ma seule crainte, c'est pas qu'on utilise à mauvais escient... Je pense que toute la réglementation est là pour protéger. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'outils qui permettront de protéger. Après, on peut dire, qu'est-ce qui est de l'ordre, alors ça je parle en tant que médecin, qu'est-ce qui est de l'ordre du médical et qui est plus de l'ordre du médical, voyez,
À quel moment on va dire que ça, c'est plus du champ médical. Voilà. Alors, on peut tout connecter avec la médecine, c'est-à-dire on peut dire demain faire de la science humaine et se dire ben, tiens, c'est important de savoir ce qu'il en est. Voilà. Et on peut aller très loin. Et donc je pense aussi qu'il faut que nous, médecins, on sache peut-être à un moment dire que tout ça, à un moment, il faut arrêter de médicaliser à outrance, tout n'est peut-être pas médical. Mais ce n'est pas du partage, c'est savoir, nous, médecins, savoir dire, c'est plus de notre champ. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais non, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup. Je sais pas si vous vouliez rajouter un point. Oui, non, c'est parce qu'effectivement, il y a le côté médical et puis il y a le côté patient qui aussi s'approprie sa santé pour... Quand on parle de soins personnalisés, aussi de médecine personnalisée, typiquement dans le diabète, quand on commence à mélanger avec des données de nutrition, de mobilité, etc., c'est aussi une façon pour le patient de mieux comprendre sa maladie chronique et pour le médecin de mieux suivre aussi la façon dont les traitements fonctionnent. Mais effectivement, il y a des choses qui sont médicales, il y a des choses qui ne le sont pas. Mais c'est ça aussi où ça change aussi dans les usages. Je pense qu'il y a des choses qui évoluent. Mais c'est ça qui est très intéressant. Alors en revanche, je dis qu'il fallait faire attention à ce que tout ne soit pas médicalisé. Alors je pense qu'il y a un risque de ça. Mais ce que je trouve, ce qui est en train de changer, c'est le patient lui-même producteur de sa donnée. Et ça, c'est avec l'éducation thérapeutique, vous savez, tous ces programmes. Moi, je suis des patients qui ont une maladie très particulière. C'est des patients qui connaissent très bien leur maladie. Un patient finit par très bien connaître sa maladie. Et il est producteur de données. Et par exemple, il y a des initiatives européennes pour ce que les patients renseignent régulièrement par le biais d'une tablette son état clinique, fassent lui-même le score d'évaluation, en l'occurrence de sa force musculaire, etc. Et donc ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a le médecin qui était dépositaire de la donnée médicale, c'était lui qui l'a sanctuarisé d'une certaine façon et puis sanctifié. Puis peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'apparaître, le patient lui-même, et voire tout citoyen qui est producteur de sa propre donnée de santé. Voilà. C'est l'avenir, c'est le futur, on ne sait pas encore. Voilà. Mais c'est aussi un changement, ça c'est un changement majeur. Bah, je pense que ça fait une très bonne conclusion, à moins que vous ayez un point à ajouter. Donc en fait, voilà, les patients, chacun produit de la donnée, qui peut être médicale ou pas, selon la façon dont on les fait interagir les unes avec les autres. Ces données sont en train d'être prises en compte par les médecins, mais aussi par les patients eux-mêmes, par tout le monde. Et voilà, c'est vraiment un champ de connaissances qui est en train de se mettre en place et on est vraiment ravis que vous ayez pu partager vos expertises avec nous. Merci. Merci beaucoup.